Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors comment faire passer l'un des textes les plus impopulaires de l'histoire de la Ve République? C'est le casse-tête du gouvernement sur la réforme des retraites. Parce que la majorité relative du camp présidentiel ne suffira pas pour remporter le vote prévu jeudi à l'Assemblée nationale, parce que jamais la gauche ne donnera ses voix et que certains LR sont réticents. L'hypothèse d'un passage en force avec un 49-3 est donc dans tous les esprits. Mais en attendant, Alexandre Chauveau, l'exécutif donne tout pour arracher le moindre vote des députés. Oui, même si Emmanuel Macron s'est montré confiant hier devant certains proches, affirmant disposer d'une majorité solide, ses ministres, eux, s'attellent à convaincre un par un les députés qui hésitent encore à voter le texte. On s'est transformé en call center, confie un conseiller. Confirmation de Bertrand Pancher, président du groupe Lyot à l'Assemblée. Nos téléphones chauffent en ce moment. Le gouvernement nous promet un peu tout pour avoir nos voix. Une affirmation partagée par plusieurs députés LR qui viennent ainsi contredire la sérénité affichée du chef de l'État. La majorité, de son côté, veut croire qu'un vote est possible. Comme le président, plusieurs élus veulent mettre les Républicains face à leurs responsabilités. C'est facile de tenir des propos d'estrade, mais il n'est pas neutre de voter contre la réforme quand on est de droite, analyse un député Renaissance. Alors pour autant, personne n'exclut la possibilité d'un 49-3, certes vu comme un signe de faiblesse, mais qui reste un outil constitutionnel devant lequel il ne faut pas avoir de pudeur, plaide un membre de la majorité. L'hypothèse a en tout cas pris de l'épaisseur ces derniers jours. Plusieurs ministres s'y sont même résignés face à l'illisibilité des Républicains. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. De leur côté, les syndicats continuent de mettre la pression. Demain, 8e journée de mobilisation dans la rue. Et puis, il y a ces grèves pour alerter l'opinion publique. Les éboueurs, par exemple, entament leur 2e semaine de débrayage dans plusieurs villes de France. Des villes aux aires de décharge à ciel ouvert désormais. Exemple à Nantes avec ce reportage du correspondant d'Europe 1, Charles Guyard. Ça me rappelle en 2010, j'étais à Marseille, il y avait même les poubelles qui commençaient à prendre feu. Pour Raphaël, voilà la première image qui lui vient lorsqu'elle quitte sa boutique du centre-ville de Nantes. Ça ressemblait à ça en tout cas. Ça, ce sont des sacs poubelles qui sont assis ici, des bacs qui débordent par là. Les déchets ne sont plus ramassés et s'amoncellent partout, comme devant la vitrine de la pharmacie de Charles. Ça s'entasse pas mal. Pour la patientèle, forcément, les odeurs, c'est pas terrible. Je pense que pour mes collègues restaurateurs, c'est un peu plus compliqué. Ouais. De fait, un peu plus loin dans la rue, c'est une petite montagne d'ordures qui commence à se former près du restaurant Le Café Culte. Anaïs, la directrice. Du coup, ça a une belle vision sur la belle ville de Nantes sur ma terrasse, que j'essaye de camoufler en poussant un peu. Ça peut ramener énormément de souris, énormément de rats et impacter aussi du coup notre travail. Mais malgré ces désagréments, la plupart l'assurent, ils sont prêts à se boucher encore le nez et soutenir le mouvement. C'est compréhensible aussi que les éboueurs aient des revendications. Si ça peut faire avancer certaines choses. Nantes, Charles Guyard, Europe 1. Et Paris touché aussi par ce mouvement de grève. 5600 tonnes de déchets comptabilisés sur les trottoirs. Grève soutenue par la maire de la capitale, Anne Hidalgo. Attention aussi dans les transports, trafic encore très perturbé pour les RER en Ile-de-France. Du côté des aéroports, 20% de vols annulés demain, c'est ce que demande la Direction générale de l'aviation civile. L'autre gros sujet à l'Assemblée nationale ces dernières heures, c'est le nucléaire. La loi voulue par le gouvernement pour accélérer la construction de 6 nouveaux réacteurs d'ici 2035 est arrivée dans l'hémicycle hier. Première mesure phare adoptée dans la soirée. Fini l'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française. Vous écoutez Europe 1, il est 7h04. Connaissez-vous les fluoroquinolones? C'est un antibiotique, un nom qui ne vous dit peut-être rien. Il est pourtant très courant et il est surtout dans le viseur d'un collectif de patients qui viennent de porter plainte. Pour blessures involontaires et tromperies aggravées, et pour cause, ces médicaments destinés à traiter des infections graves ont de lourds effets secondaires. Surtout, ils sont souvent mal prescrits pour traiter d'autres pathologies. Certaines victimes ont accepté de témoigner au micro de Nina Droff pour Europe 1. Philippe Coville, un des plaignants, s'est vu prescrire un de ces fluoroquinolones il y a 1 an pour soigner une infection urinaire. Très vite, il en subit les effets secondaires. Au bout de 10 jours, j'ai commencé à avoir mal aux jambes. Pendant 1 an, je n'ai pas pu marcher correctement. Des douleurs de mains ou jambes qui me réveillent la nuit. Ça passe pas. Des séquelles sérieuses, d'autant plus que cet antibiotique n'aurait pas dû être prescrit pour une infection bénigne. Ces médicaments en France sont prescrits pour les 2/3 hors de leur autorisation de mise sur marché, c'est-à-dire dans une situation dans laquelle leur rapport bénéfice-risque est négatif, c'est-à-dire que c'est considéré comme des quasi-poisons. Tous les mois en Europe, 1 million de personnes reçoivent ces antibiotiques alors qu'ils devraient être traités avec des antibiotiques beaucoup moins dangereux, beaucoup moins toxiques. Avec cette plainte, Philippe et les autres victimes espèrent déclencher l'ouverture d'une enquête pénale sur ce médicament et surtout un arrêt des prescriptions. J'attends que les autorités de santé mettent en place un mécanisme
pour arrêter ces prescriptions à tout va, n'importe comment des médecins français. Ça détruit la santé des gens, ça détruit la vie des gens. Il demande aussi la création d'une unité de soins pour traiter leurs séquelles. Nina Droff pour Europe 1. L'appel au calme du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Non, il n'y a pas de risque de contagion en France après les faillites de 3 banques aux États-Unis. Elles ont commencé avec celle de la Silicon Valley Bank, le plus grand événement de ce type depuis la crise de 2008. Hier, plusieurs établissements bancaires français ont dévissé à la bourse, moins 5,76 points pour BNP Paribas, moins 5,86 pour la Société Générale. Allez, nous partons en Chine. Le président Xi Jinping bien accroché à son fauteuil. Début officiel de son 3e mandat hier, 10 ans après le début du premier. L'occasion d'un discours aux accents très sécuritaires. Notre correspondant à Pékin, Sébastien Lebelzik, l'a suivi pour Europe 1. Un tonnerre d'applaudissements pour ce premier discours du 3e mandat de Xi Jinping, du jamais vu à la tête du pays depuis Mao Tse-tung. Une prise de parole marquée par un discours très va-t-en-guerre du président chinois qui a appelé à renforcer l'armée et mis en garde contre les risques pesant sur la Chine. Nous devons promouvoir pleinement la modernité de la défense nationale et des forces armées en construisant une muraille d'acier qui protège efficacement la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts du développement de notre pays. La stabilité est une condition préalable à la prospérité, a affirmé le président chinois aux quelques 3000 députés réunis au Palais du Peuple à Pékin depuis plus d'une semaine maintenant. Il a par ailleurs fustigé les forces extérieures qui se mêlent de Taïwan, comprenez les États-Unis, qui fournissent depuis plusieurs décennies à l'île un soutien militaire face à Pékin et ont renforcé encore leur vente d'armes. Plus de 600 millions de dollars approuvés par Washington depuis le début du mois, notamment des missiles air-sol supersoniques. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et la Chine qui va relancer dès demain la délivrance de pratiquement tous ses visas destinés aux étrangers. Nouvelle étape de la détente des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 dans le pays. Allez, les sports, le football et cette exclusivité Europe 1. Wendy Renard s'exprime pour la première fois sur son avenir en équipe de France depuis l'éviction de l'entraîneuse Corinne Diacre. Car c'est elle, la capitaine, qui avait mené la fronde contre la sélectionneuse. Si elle ne partait pas, Wendy Renard ne jouerait plus pour les Bleus. Depuis, la fédération a cédé et au micro d'Europe 1 de Jacques Vendroux, la joueuse ouvre la porte à un retour. Si le sélectionneur qui arrive ou la sélectionneur qui arrive souhaite me sélectionner parce que j'aurais été performante aussi, il ne faut pas l'oublier, avec mon club, pourquoi pas. Forcément, la Coupe du Monde, c'est le rêve ultime. J'aime ce maillot et je vais tout faire pour gagner un titre. Maintenant, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. La capitaine de l'équipe de France de foot, Wendy Renard. Et puis, à vos calendriers, dans 500 jours, tout pile, commenceront les Jeux Olympiques de Paris 2024. Aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontre tous les acteurs, des dirigeants d'entreprises partenaires aux fonctionnaires chargés de l'organisation, en passant par le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture. Europa avait un coup d'avance. C'était notre vendredi thématique la semaine dernière. Vous pouvez réécouter en podcast tous nos entretiens ce jour-là consacrés à ces défis olympiques. Merci beaucoup, Victor Pourchet. On vous retrouve tout à l'heure pour les titres à 8h30. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito éco. Et la faillite de la Silicon Valley Bank sera-t-elle l'étincelle d'une nouvelle crise financière? Nicolas Bouzou à 7h20, ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin, la journaliste Anne-Sophie Jeanne, pour son livre enquête sur la mort de Marie Trintignant. C'était il y a 20 ans, 7h09.